Les portes de la 5e édition du CIAGRI, le Salon international de l'agriculture de Bamako, se sont fermées cet après-midi à l'issue d'une semaine d'échanges et de rencontres. En prélude à cette fermeture, un grand concert a été organisé hier soir par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali pour remercier les partenaires et les sponsors du salon. Cinéma avant-première de la série Mali Bilama ou le Mali de nos jours de 2 jeunes cinéastes maliens qui dénoncent certains comportements de la population à travers des thèmes inspirés de la vie socio-professionnelle dans notre pays. La projection à l'Institut français était un cocktail de comédie et de faits réels portés à l'écran. Sport football, le stade Omnisport Modibo Keïta sera demain dimanche le théâtre de la grande explication d'Oliva AC à AS Real pour le match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football avec à la clé une seule place pour la lucrative phase de poule. Les reporters se sont rendus dans les différents QG pour tâter le pouls des protagonistes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM. Les travaux du premier colloque de médecine militaire ont débuté ce matin à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembe de Bamako, avec comme thème les technologies de l'information et de la communication en santé militaire. Cette rencontre vise à donner une nouvelle dynamique aux forces armées et de défense du Mali. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagné des ministres de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Compte rendu de Lamine Keïta. Malgré les moyens limités et les conditions d'exercice difficiles, le service de santé des armées contribue à apporter des soins aux populations. L'organisation de ces colloques est l'expression d'une volonté politique forte en faveur de la promotion d'une médecine militaire au Mali. En cette période où l'armée malienne est en pleine phase de réorganisation, le colloque d'aujourd'hui vient, je pense, faire la preuve de toute cette capacité de nos forces armées et de défense, de sécurité, pour la bonne prise en charge de la santé du militaire malien. Aujourd'hui, chacun doit avoir présent à l'esprit que le savoir est le socle du développement et permet de faire des économies substantielles dans un pays qui en a particulièrement besoin. Il ne peut y avoir de développement durable sans connaissance, y compris en médecine, a indiqué le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le département fera toujours de son mieux pour susciter et accompagner vos efforts. La construction d'un hôpital et d'une école militaire de santé, ainsi que la mise en place d'un programme de télémédecine militaire sera, à n'en pas douter, la preuve de notre volonté politique de faire de la santé militaire un élément toujours efficace et efficient du soutien de nos forces et un excellent outil pour la qualité des soins de santé, la formation et la recherche en santé. L'idée de construction de l'hôpital militaire au Mali est une idée qui a germé depuis longtemps. Ce projet sera le bienvenu et je crois que la volonté affirmée par le ministre en charge de ce domaine laisse espérer que cette infrastructure pourra voir le jour très bientôt. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a exhorté les médecins militaires à plus d'assiduité dans la formation initiale et continue. Voilà cette nouvelle, le chef d'état-major des généraux des armées, le général de division Mahaman Touré, poursuit sa mission de prise de contact avec la troupe à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le général Touré et sa délégation sont à Tessalit auparavant et ils avaient visité les puits Jika, à Delta, Eco Water, partout où la délégation est passée. Elle a trouvé le moral des troupes au beau fixe. Mutualiser les moyens pour parvenir à leurs objectifs, c'est la volonté commune du collectif des ressortissants du Nord et du collectif des associations pour le développement du Sahel occidental. Ces deux collectifs ont procédé ce matin à la signature d'une convention de partenariat. Ils agissent donc ensemble pour le développement des zones arides et semi-arides. Les détails avec Alousseni Touré. Le collectif des ressortissants du Nord, Koren, regroupe des ressortissants des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Quant au collectif des associations pour le développement du Sahel occidental, il fédère des ressortissants des régions de Kaï, Koulikoro, Ségou et du district de Bamako. Ces deux entités ont décidé, en présence de 4 ministres de la République et de plusieurs sympathisants, d'unir leurs forces et leurs moyens pour évoluer vers leur objectif commun, à savoir le développement des zones arides et semi-arides, aider à la consolidation de la paix et de la réconciliation, entre autres. Le partenariat Koren-Katso est un phénomène naturel
car ces deux entités ont beaucoup de choses en partage. La culture, l'aridité de l'espace géographique, le mouvement des populations, l'enclavement, l'hostilité de la nature. Ensemble, pour le développement des zones arides et semi-arides, afin de promouvoir la cohésion sociale. Oui, nous sommes prêts à signer ce matin même un partenariat avec le Coren et demain avec toutes les autres associations apolitiques ayant les mêmes objectifs de paix, de sécurité et de développement. Pour accompagner ce processus, les parrains des deux organisations ont chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de la solidarité gouvernementale donné des gages de soutien du gouvernement et de toute la communauté nationale. Maintenant, nous allons aborder des négociations. Et le président de la République vient de nommer un négociateur qui va choisir une équipe qui n'a aucune coloration politique et qui sera choisie parmi tous les Maliens. Alors, je voudrais lancer justement cet appel pour qu'on mette cette question-là au-dessus des querelles partisanes. Nous avons développé le programme de développement accéléré des régions du Nord. Et en écoutant votre accord, j'ai le sentiment qu'il y a un appel du pied en disant nous sommes, par exemple le Katso dit nous sommes dans les zones arides et semi-arides. Il faut savoir que quand on dit développement accéléré du Nord, ça concerne le Sud. Parce que très souvent, c'est le prolongement des programmes qui existent déjà dans le Sud. Le présent partenariat sera doté d'un cadre de concertation incluant 5 membres de chaque association. Ce cadre de concertation se dotera d'un règlement intérieur qui précise son mode de fonctionnement. Les pierres et bois dont nous disposons peuvent nous permettre de construire autrement au Mali. Le projet a été discuté à l'école normale d'ingénieur Abdoulaye Baba Touré de Bamako. Son objectif est de doter les Maliens de toits adaptés à nos réalités économiques et climatiques. La conférence débat était présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Batraoré. Des maisons construites pour l'éternité et à moindre coût, avec des matériaux de chez nous comme les pierres et le bois, c'est l'idéal de l'ingénieur en construction civile Samassa Traoré, conférencier du jour. La réalisation de ce projet, à en croire le conférencier, permettra à plusieurs Maliens de se doter de toits adaptés à nos conditions économiques et climatiques. Aujourd'hui, il y a des milliers de techniques de construction basées sur les deux matériaux, mais il y a énormément d'autres ressources encore au Mali qui existent, qui coûtent presque rien, 3 fois rien, qu'on peut mettre en valeur, mais il faut simplement maîtriser les techniques, des fois aller apprendre chez les autres pour pouvoir les mettre en valeur. Comme par exemple les toits en schiste, c'est une ressource qui existe dans 3 régions différentes du Mali, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, de l'indépendance à aujourd'hui, ces matériaux n'est pas connu par les Maliens. Une telle initiative de la part des compatriotes est plus que salutaire et le gouvernement adhère au projet. Il me semble que c'est la condition si nous voulons aller véritablement à un développement harmonieux et durable. Construire le Mali autrement, comme vous le dites, c'est construire le Mali à partir de ce que nous possédons, de ce que nous avons, de ce que nous savons faire. Donc à partir de notre savoir-faire, à partir de notre savoir-être, à partir donc de notre intelligence. Le conférencier estime qu'en dehors des pierres et des bois de construction, plusieurs autres potentialités naturelles existent pour nous permettre de construire autrement au Mali. C'est cet après-midi que les portes du Salon international de l'agriculture de Bamako, SIAGRI, se sont fermées. Une semaine d'échanges, de rencontres qui a permis aux exposants non seulement de faire de bonnes affaires, mais aussi de nouer des contacts. Hier soir, un grand concert a été organisé par l'APECAM pour remercier les partenaires et autres sponsors du Salon. Le temps fort de cette soirée avec Mohamed Ould Mamouni. Au bord des berges du fleuve Niger, la nuit du SIAGRI a accueilli les passionnés du monde agricole. La nuit du SIAGRI vient mettre fin au Salon international de l'agriculture de Bamako. Une soirée de reconnaissance, mais aussi pour dire merci aux partenaires qui ont contribué à la réussite de l'événement, a martelé le président de la PICAM, Bakary Togola. Il dira que ce salon a été une réussite car il a donné aussi l'occasion de démontrer tout le potentiel agricole dont dispose le Mali. Je pense que ce salon a été une réussite pour moi parce que tous les produits agricoles sur l'agriculture, l'élevage et la pêche
et les exploitants forestiers étaient tous présents. L'IR était là, les commerçants des engrais étaient là, avec les herbicides, avec les engrais. Les éleveurs étaient là, valablement présentés. Je suis demeure convaincu que les contacts et échanges fructueux issus de cette 5e édition du SIAGRI s'établiront des accords de partenariat formels qui concrétiseront d'excellents projets. Je peux vous affirmer la disponibilité du ministère du Développement rural à vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations du président Salon pour une meilleure sécurisation des exploitations agricoles familiales. Selon les organisateurs, plus de 1000 produits ont été exposés, 45 contrats signés et un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs CFA. Le salon enregistrait tous les jours plusieurs milliers de visiteurs. Des remises de prix aux gagnants du concours des animaux, des diplômes de participation décernés et des prestations musicales ont mis fin à cette soirée. Rendez-vous dans 2 ans pour la 6e édition du Salon international de l'agriculture de Bamako. Voilà, vous pourrez suivre après ce journal le dernier numéro du JT spécial consacré au Salon international de l'agriculture. Le Salon international de l'agriculture au Maroc, au Siam, lui, se poursuit encore. Il a ouvert ses portes le 24 avril dernier dans la ville de Meknès. Plusieurs pays africains, dont le Mali, participent à ce 9e salon qui a pour thème les produits du terroir. Nos compatriotes maliens sont une centaine à exposer les produits agricoles de notre pays. À l'ouverture du salon, ils ont reçu la visite du président de la République. Nos envoyés spéciaux des Sissoko d'Embawan ouvrent une fenêtre ce soir sur la participation malienne au Siam. Pour sa participation au 9e Salon international de l'agriculture au Maroc, le Mali n'est pas venu en touriste. La délégation, composée du ministre du Développement rural, des directeurs des structures attachées au département, des membres des différentes fédérations du monde rural, les représentants des sociétés privées, les artisans, artistes musiciens et le groupe Dogon est venu en force pour marquer de son empreinte ce Siam avec 3 tonnes d'articles et des articles de premier choix. Des affiches montrant les potentialités du Mali en matière d'agriculture, du karité, du miel, des céréales sèches et transformées, des jus de fruits locaux et aussi et surtout des mangues aussi colorées que juteuses. Sous la vigilance du ministre de tutelle, en pleine discussion pour ne laisser échapper aucune opportunité, chacun souhaite tirer le meilleur du salon. Nos attentes, c'est d'inviter les investisseurs nationaux, maliens, les investisseurs étrangers, pour qu'ils aillent obtenir, des terres au niveau de l'Office du Niger, afin, d'aménager. Pour ce salon de l'agriculture du Maroc, l'Office du Niger vient montrer les potentialités d'irrigation au niveau du Mali. Et le miel et le beurre de karité et les petites croquettes là, donc ils aiment très bien ça. Mais les fognos, ils n'aiment pas trop les fognos, ils ne connaissent pas bien les fognos. Mais les petits produits là quand même, ça c'est en train de se couler un peu. Notre participation a pour but d'approfondir ces relations, de faire en sorte qu'au niveau du Mali, on puisse réaliser une carte de fertilité des sols dans le but de régionaliser les fumures. Donc en dehors de cela, c'est un espace où on peut échanger des expériences avec d'autres professionnels et aussi s'enrichir de ce qui se fait au Maroc et partager notre expérience aussi avec nos collègues du Maroc. L'objectif de ma présence est d'essayer d'importer du Maroc par rapport à la restauration, qui est un secteur incontournable dans la chaîne de valeur de l'agroalimentaire pour les objectifs recherchés par le développement agricole dans nos pays. C'est une bonne occasion d'échange avec plusieurs structures de développement, et notamment les équipementiers, les détenteurs de technologies qui peuvent être vraiment une bonne source de développement de l'agriculture du Mali. Quant à d'autres, ils ne repartiront pas les mains vides et ont déjà flairé les bonnes affaires. On va conclure tout de suite pour charger dans les camions et puis destination pour le Mali. On est en train d'envisager au moins 5, 6, 7 machines de différents modèles. On a vu beaucoup de matériel qui nous intéresse, raison pour laquelle il y a des planteuses de pommes de terre qu'on est intéressés. Espérons conclure déjà les premières opérations et puis travailler sous forme de contrat cadre dans l'avenir, parce qu'on sent qu'il y a
qu'il y a déjà un respect mutuel, une amitié qui s'est développée entre les deux peuples frères. Difficile de rater le stand Mali tant l'animation y est attractive. Les curieux s'empressent pour venir découvrir les sonorités maliennes orchestrées par Neba Solo, le maître du balafon. Quant aux danseurs Dogon, chacun d'eux sera certainement immortalisé dans plusieurs familles, tant ils ont posé pour faire plaisir aux visiteurs. Le Siam reste une vitrine pour nouer de bons partenariats avec le Maroc et d'autres pays. Il reste à nos participants de s'inspirer de l'expérience marocaine pour en faire profiter les Maliens. Les problèmes de l'école recensés au niveau des différentes académies d'enseignement de CAI ont fait l'objet d'une conférence animée par le ministre de l'Éducation nationale. Madame Togola Jacqueline Marinana a rappelé que l'école doit être l'affaire de tous et a invité les écoles en faute à se mettre immédiatement en règle. Envoyés spéciaux à CAI, Mamourou Sidibé et Abdraman Keita. Renseigné des mots qui minent le système scolaire en première région, le ministre de l'Éducation nationale ne pouvait pas ne pas rencontrer en fin de séjour les acteurs et partenaires de l'école. Une rencontre riche en enseignements qui a été consacrée à la recherche de solutions aux problèmes et préoccupations autour de l'école dans la région. Parmi les problèmes, on retient le dysfonctionnement des comités de gestion scolaire, des médersa et de certains centres d'animation pédagogique, le mauvais état ou manque de salles de classe, le manque de points d'eau potable, le recrutement anarchique du personnel enseignant, la liste est longue. Les problèmes posés ont été analysés pour situer les responsabilités afin de corriger les lacunes. D'ailleurs, Mme Togola Jacqueline Marinana a profité pour donner l'information sur les dispositions en cours concernant les écoles privées. La fraude à l'école n'a pas été oubliée. Pour Mme le ministre, la lutte contre cette pratique passe par la conscientisation des parents. C'est alors qu'elle a incité les parents à plus de responsabilités afin d'assurer aux enfants d'aujourd'hui un lendemain meilleur. Un autre point non moins négligeable a été exposé dans la salle. Il s'agit des revendications syndicales. C'est tout à fait normal que les syndicats posent le problème. Ce sont nos partenaires sociaux. Donc, ils sont à nos côtés pour œuvrer pour le bien de l'école malienne. Donc, nous devons de les écouter attentivement, d'écouter leurs doléances et de voir dans quelle mesure on peut y répondre. Donc, c'est ce qu'on leur a promis, donc d'examiner leur cahier de doléances et voir effectivement solutions qu'on peut trouver ensemble dans un cadre participatif. Au sortir de cette conférence, nombreux sont ceux qui ont conclu que la plupart de ces problèmes ont leur solution au niveau local. Une simple concertation des acteurs et partenaires suffisait pour les résoudre. Les ambassadeurs du Canada, de l'Allemagne, du Canada et des représentants de l'UNICEF et celui du PNUD au Mali étaient cette semaine à Kidal, dans la capitale de la 8e région. Les diplomates sont allés s'informer de la situation sécuritaire à Kidal, des activités et des services sociaux de base et de la situation humanitaire et alimentaire dans la région. Reportage de Tiemogo Sagara. C'est un véritable exercice d'interrogatoire que s'est prêté le gouverneur de Kidal en recevant cet autre groupe d'ambassadeurs de l'Union européenne. Il s'agit des ambassadeurs du Danemark, de l'Allemagne, du Canada, du représentant de l'UNICEF et de celui du PNUD au Mali. Ces partenaires du Mali sont venus chercher à comprendre la situation sécuritaire, les problèmes alimentaires, la santé et le pourquoi de la non-ouverture des écoles à Kidal-Ville. Chacun sait qu'au Mali, l'éducation est laïque. Donc, ils ont posé un certain nombre de conditions. Des conditions qui vont dans le sens de l'éducation, nous les avons acceptées, qui vont dans le sens de l'éducation et qui vont dans le sens de la constitution du pays, nous les avons acceptées. Mais là où nous n'avons pas accepté, si on me parle qu'il faut une éducation islamique dans la ville de Kidal, je dis non, je ne peux pas l'accepter parce que ça ne va pas avec la constitution de notre pays. Le deuxième problème qu'il faut dire, si on arrive à faire les cantonnements et à faire le désarmement, et en ce moment, on va insérer les jeunes. Ils seront insérés et le problème d'emploi viendra. Auparavant, le gouverneur Kamisoko a présenté sa région, vaste de 260 000 km² pour une population d'environ 75 000 habitants. Ces populations, selon le gouverneur, souffrent de manque d'eau, d'aliments, d'emploi et surtout d'insécurité résiduelle. Les ambassadeurs sont également informés des conditions très difficiles de travail des fonctionnaires de l'État malien.
La ville de Tombouctou et sa sœur jumelle Marrakech au Maroc veulent redynamiser leur coopération. C'est dans ce cadre qu'une importante délégation de médecins spécialistes et généralistes va séjourner dans la cité des 333 saints. Cette action humanitaire est l'œuvre de l'association des Amis de Tombouctou, un groupe d'étudiants maliens à Marrakech. La cérémonie de lancement s'est déroulée à l'hôpital de Tombouctou. Reportage de Yeya Tandina. C'est une forte délégation marocaine composée de médecins spécialistes et généralistes arrivés dans la cité des 333 saints. Pendant une semaine, près de 800 personnes bénéficieront des consultations et des soins. C'est dans le cadre du jumelage entre Tombouctou et Marrakech que les Amis de Tombouctou ont initié cette action humanitaire. On a suivi l'événement qui s'est passé à Tombouctou et on s'est dit pourquoi pas ne pas créer un club pour essayer de s'approcher à nos amis professeurs qui sont au Maroc, qui sont des spécialistes dans tous les domaines. Les éminents professeurs et médecins s'engagent à faire profiter de leur expertise au personnel de l'hôpital, mais aussi à donner un soin de qualité aux populations de Tombouctou. Suite à un appel lancé par l'association des Amis de Tombouctou à Marrakech, qui est formée par les étudiants maliens à Marrakech, qui ont tout naturellement voulu aider la ville de Tombouctou après les événements qu'a connus cette ville. Donc nous sommes là aujourd'hui, suite à cet appel, une délégation marocaine faite de professeurs en médecine, de médecins spécialistes pour aider nos collègues maliens à soulager la souffrance de la population. La coopération Maroc-Mali se fortifie ainsi avec la visite de ces médecins marocains à Tombouctou et les populations de la ville s'apprêtent à rendre agréable leur séjour à travers des manifestations culturelles. Assemblée générale d'information et de sensibilisation des artisans en 4e région. Une mission du ministère de l'Artisanat et du Tourisme s'est rendue au village artisanal de Ségou. L'objectif a été de sensibiliser sur la mise en œuvre des statuts des villages artisanaux et des maisons des artisans. Honoré Tchenou. La mission composée du secrétaire général, son conseiller technique, le directeur adjoint de l'artisanat, les membres de l'Assemblée permanente des chambres des métiers et ceux de la Fédération nationale des artisans. Ces administrateurs et gestionnaires de l'artisanat malien se sont entretenus avec les artisans de Ségou, l'administration et les structures politiques sur une meilleure gestion des villages artisanaux, notamment celui de Ségou. La première maison du Mali qui datait de 1939, qui était la maison des artisans soudanais. Après qui a été appelée la Maison des artisans du Mali, aujourd'hui qui est appelée Maison des artisans de Bamako. Dans ces différents changements, il fallait changer les textes. La sensibilisation et l'information autour de ces statuts vont continuer. En ce sens que nous, en tant que structure fêtière aujourd'hui de l'artisanat, nous allons continuer à faire des émissions autour de ces textes aujourd'hui. Des émissions, des débats radio-télévisés. Selon le secrétaire général du ministère en charge de l'artisanat, cette structure doit impérativement avoir un statut cohérent et productif. Il faut un statut parce que les structures de gestion, malheureusement, battent de l'aile lorsqu'on ne balise pas le terrain suffisamment. Et pour tout démarrage, avec les artisans qui n'ont pas l'habitude de gérer, il vaut mieux poser les bons actes pour prévenir la mauvaise gestion. D'ores et déjà, un document élaboré constituant à cet effet un statut pour la gestion des villages artisanaux est mis à la disposition de l'administration, des collectivités territoriales et des représentants des artisans. Une rencontre thématique frontalière sur la culture de la paix et le développement local s'est tenue jeudi dernier à l'hôtel Fundara de Pogo en Côte d'Ivoire. Les travaux étaient co-présidés par le gouverneur de la région de Sikasso, Mahamadou Diaby, et le préfet du département de Ouangolodougou en Côte d'Ivoire, Sindou Koulibaly. L'objectif de la rencontre était d'impulser une nouvelle dynamique au processus de consolidation de la paix et des relations transfrontalières entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Compte rendu de Cheikh Nabatini. La présente rencontre a été initiée par les autorités politico-administratives du département de Ouangolodougou en Côte d'Ivoire et leurs partenaires de l'ONUCI dans l'objectif d'impulser le processus de consolidation de la paix et des relations transfrontalières du Mali et de la Côte d'Ivoire. Selon les responsables de l'ONUCI, c'est aussi un cadre d'échange, de donner et de recevoir qui permettra de renforcer les capacités des leaders traditionnels et autres leaders d'opinion en matière de promotion de la culture de la paix pour un environnement apaisé au niveau de nos frontières communes.
Dans leur adresse à l'ouverture des travaux, le gouverneur de la région de Sikasso, M. Mohamedou Djavi, et le préfet du département de Ouagadougou, M. Sihindou Koulibaly, ont salué le partenariat de l'ONUSI et l'intérêt manifeste que les plus hautes autorités du Mali et de la Côte d'Ivoire accordent à la paix et au développement des localités de nos frontières communes. Pour atteindre l'objectif, les travaux ont été marqués durant 7 heures d'horloge par des échanges sur les voies et moyens permettant d'assurer le bien-être socio-sécuritaire des populations des localités de nos frontières communes et des communications suivies d'échanges sur la protection des enfants en situation de mobilité et les expériences en matière de prévention et de prise en charge des violations des droits de l'enfant et des stratégies frontalières de prévention. Au terme des travaux, des recommandations ont été faites, à savoir mettre en place un plan de communication entre les deux pays, identifier les acteurs qui ont en charge la gestion des enfants en mobilité dans les localités frontalières et enfin procéder à l'application rigoureuse des textes ratifiés. Voilà toutes nos excuses pour la qualité quelque peu défectueuse des images de cet élément. Une délégation du Haut Conseil des collectivités a visité ce matin 2 des 5 bornes fontaines du quartier du Point G. Ces réalisations ont été faites par l'ONG WaterAid, la mairie de la commune 3 et les populations bénéficiaires. Cette visite des responsables du Haut Conseil des collectivités s'inscrit dans le cadre des concertations régionales de l'institution. Ramata Konaté. L'accès des populations dans les quartiers périphériques de Bamako. Voilà un sujet qui intéresse le Haut Conseil des collectivités. Une délégation de cette institution est allée voir les points d'eau réalisés au profit des habitants du Point G. Ils ont commencé par 2 bornes fontaines. Grâce à l'effort du comité de gestion, ils sont en 5 bornes fontaines. Donc, un premier sentiment de satisfaction. Mais aussi, j'ai une amertume parce que, et vous avez vu l'affluence, la pauvre dame qui dit que ça n'a rien résolu, parce que simplement la demande est trop forte. Pour répondre à ces besoins en eau, l'institution entend jouer sa partition. Il faut réagir carrément par rapport au problème de l'hydraulique. Parce que l'hydraulique a été transférée aux collectivités par un décret qui dit simplement que la compétence est transférée et avec les ressources transférables. Et on se rend compte malheureusement que dans ce domaine, rien n'a été transféré. Le Haut Conseil fera tout ce qui est des droits et tout ce qui est de ses compétences pour que cette donne change. Sur les 5 bornes fontaines du quartier de Point G, 3 ont été réalisées par l'ONG WaterAid et la mairie de la commune 3 et les 2 autres par le comité de gestion des points d'eau de la localité. Cette visite s'inscrit dans le cadre des concertations régionales du Haut Conseil des collectivités. L'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC a initié ce matin une journée porte ouverte à l'intention des jeunes filles scolarisées. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des filles dans le secteur des nouvelles technologies. Sogona Kamiso. Le 4e jeudi du mois d'avril est une journée internationale dédiée aux jeunes filles dans le secteur des nouvelles technologies de l'information. C'est pour ne pas rester en marge de cette journée que l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC a initié cette journée porte ouverte à l'intention des jeunes filles scolaires. La journée vise non seulement à faire connaître la structure, mais aussi leur amener à s'impliquer davantage dans l'apprentissage de l'outil informatique. Cette journée porte ouverte, c'est pour montrer aux jeunes filles que les TIC peuvent leur offrir. Qu'elles comprennent que dans le secteur des TIC, il y a encore des postes qui restent à pouvoir, c'est-à-dire des postes qui sont là et il n'y a pas d'emploi. Et on ne peut pas pouvoir tous ces postes-là tant que les filles ne sont pas orientées dans ce secteur. Il y a une étude de l'UIT qui nous a dit que d'ici 2015, il y aura 1,5 milliard de postes à pouvoir dans le secteur des TIC. C'est une excellente initiative de l'UIT. Ça a une importance, vous allez dire, capitale, puisque ça permet en fait de sensibiliser les jeunes filles. Qu'elles se rendent compte que d'une part, les technologies de l'information et de la communication sont devenues incontournables. Mais ça peut être un créneau très intéressant pour elles. Créée en janvier 2005, en tant qu'établissement public à caractère scientifique et technologique, l'Agence des technologies de l'information et de la communication AGETIC a pour mission la promotion, la formation et la recherche dans le domaine des nouvelles technologies de l'information.
Instaurée depuis le 25 janvier dernier, la journée nationale de salubrité se poursuit sur l'ensemble du territoire. Les responsables de la direction régionale et du contrôle des pollutions du district de Bamako ont sillonné certains quartiers de la capitale. L'objectif était de s'enquérir des activités organisées dans le cadre de l'assainissement de la ville. Moussa Fane. La première étape de cette journée a concerné deux quartiers du district de Bamako. Il s'agit de Sabalebougou et de Dadabougou, tous situés en commune 5. Ici, les jeunes et les femmes sont mobilisés pour l'assainissement de leur quartier. Pour le chef de quartier de Dadabougou, l'initiative est salutaire. Depuis un certain temps, le département a décrété de décembre de chaque fin de mois. Aujourd'hui, c'est le tour de Dadabougou. Vraiment, vous voyez l'affluence. On a vraiment fait de notre mieux. Toutes les associations qui sont réunies au niveau de Dadabougou, nous sommes concertés. Après cette étape, la délégation s'est rendue à Kienzambougou en commune 2. Pour certains anciens, cette journée rappelle des temps bien lointains. Nous avons connu les belles années de l'indépendance, les années 60. Et pendant ces années-là, le gouvernement de la Première République avait instauré ce qu'il a appelé l'investissement humain dans tous les quartiers de Bamako. Et c'était avec un réel plaisir que toute la population, tous les habitants de chacun des quartiers de Bamako sortaient pour nettoyer peut-être leur quartier. Chaque dernier samedi du mois, que ce soit à Bamako ici et dans toutes les régions, nous avons mené des activités de salubrité. Le sens particulier, c'est de faire revenir la citoyenneté à nos concitoyens, c'est-à-dire la prise de responsabilité à nos citoyens. Le même exercice a concerné une partie des 759 logements sociaux de Irimadjo. Les femmes de cette cité ont souhaité la pérennisation de cette activité. C'est là pour l'amélioration du cadre de vie de Bamako. Ouverture ce matin à l'église de Niamakoro de la conférence annuelle de l'église évangélique protestante du Mali. Ayez vos regards fixés sur Jésus, l'auteur de votre foi et celui qui l'amène à la perfection, est le thème soumis aux évangélistes venus des différents districts. Fademba Keita. Une cérémonie religieuse commence le plus souvent par des prières et invocations du nom de Dieu. Ces méditations, chants et louanges au Seigneur à l'occasion de l'ouverture de la 54e conférence annuelle de l'Église évangélique protestante du Mali s'inscrivent dans ce cadre. Pour les initiateurs, ces échanges qui regroupent les représentants venus des 15 districts répondent à quelques soucis majeurs. C'est pour regrouper tous les délégués de tous les 15 districts de l'église évangélique protestante du Mali pour discuter des problèmes de l'église évangélique, proposer des solutions et des solutions qui seront exécutées pendant l'année en cours jusqu'à la prochaine rencontre de l'année suivante. Le conférencier estime que l'initiative va en droite ligne des préoccupations de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali. Le thème de cette conférence, c'est avoir les regards sur Jésus. Cela veut dire que nous devrions prendre Jésus comme modèle. La Bible nous encourage à prier pour l'état dans lequel nous nous trouvons. Parce que notre paix dépend de la paix de l'État. Donc nous pensons à l'État, nous pensons à prier pour les autorités, mais également nous pensons à leur dire ce qui ne va pas et à les encourager dans le bien qu'ils font. La conférence annuelle de l'Église évangélique protestante du Mali se tient le dernier jeudi du mois d'avril de chaque année. Projection jeudi dernier à l'Institut français du Mali en avant-première d'une nouvelle série intitulée Mali Bilama, le Mali de nos jours. Cette œuvre, réalisée par de jeunes cinéastes maliens, dénonce certains comportements de la population à travers une série de thèmes inspirés de la vie socio-professionnelle dans notre pays. Cette production de l'Alliance AE Communication est un véritable cocktail de comédie et de faits réels qui nous plonge au cœur du 7e art. Notre reporter culturel Modibo Soiré a assisté à la projection. Cette série fiction de 6 épisodes de 26 minutes est un travail collégial de 2 jeunes diplômés de la faculté des sciences économiques et de gestion, Mamadou Fadjala Keita et Abraham Diallo, qui partagent une passion et un destin commun, la production cinématographique. Ces jeunes économistes de formation intègrent ainsi le monde du 7e art en réalisant ce film intitulé Mali Bilama, le Mali de nos jours. Quand on regarde les faits d'aujourd'hui, vraiment, on peut apercevoir un peu l'avenir de ce pays. En réalité, le comportement des gens aujourd'hui font que l'avenir est vraiment, il y a du désespoir.
Donc c'est pourquoi on a voulu créer ce film, essayer de lancer un petit message aux gens, leur dire de changer leur comportement. Ce film est un moyen de sensibilisation contre certains mauvais comportements sociaux, notamment la corruption, la violence faite aux femmes et aux enfants. La série encourage aussi la bienfaisance de certains citoyens. En somme, cette fiction est un message à la population et en particulier à la jeunesse. Quand tu prends la jeunesse d'aujourd'hui, donc le mauvais comportement qu'on peut souligner là-bas, c'est qu'il faut faire très très attention côté comportement sexuel. Donc alors c'est un fléau aujourd'hui à Bamako, surtout au Mali, donc qui préoccupe. Népotisme, droiture, corruption, harcèlement sexuel et réconciliation traditionnelle sont les différents sujets évoqués dans les 6 épisodes de la série. À l'issue de la projection, l'équipe de production et l'ensemble des comédiens se sont prêtés aux questions des cinéphiles. Des échanges qui ont permis au public d'être informé davantage sur la réalisation de ce film. Techniquement, il y a beaucoup de choses à dire, et même dans le fond. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment avoir le courage de faire 6 séries de 26 minutes. C'est déjà une bonne chose. Mali Bilama, une œuvre produite par la structure A et Communication, donne bien évidemment aux Maliens la possibilité de se voir à l'écran à travers une mise en scène attrayante et compréhensible pour un large public. Mémoire épisodique, c'est le titre d'un nouveau livre qui a été présenté mercredi dernier à Ségou. La cérémonie de présentation a regroupé les autorités régionales et plusieurs personnalités. Mémoire épisodique est un livre de 113 pages préfacé par le gouverneur de Ségou, Thierno Bouakar Sissé. Son auteur, Toumani Goïta, originaire de Sikasso, est un ingénieur d'agriculture et de génie rural. Le livre traite des questions liées à l'école malienne, l'emploi des jeunes, l'immigration, l'agriculture selon son jeune auteur, l'agriculture dont l'agriculteur est la seule alternative pour la jeunesse malienne. Mémoire épisodique est donc un appel à la jeunesse à s'orienter vers l'agriculture. Sport football à présent, tour de cadrage à retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le Djoliba AC avec un but à remonter accueille l'AS Real de Bamako demain dimanche dans un match capital en vue du ticket qualificatif à la phase de poule. Les Rouges de Eremakono avec un but à remonter donc sont proches d'une 3e qualification en phase de poule. Notre reporter Selagatou Sissé a suivi le Djoliba AC dans son ultime préparation. Le Djoliba AC, battu du week-end dernier par l'AS Real, a désormais son destin en Coupe de la Confédération au bout des crampons. Un but suffira au bonheur des Rouges pour jouer la phase de poule pour la 3e fois. On est serein, on sait qu'on peut passer ces tours. Et depuis qu'on a commencé la CAF, on a été mené au match aller. On arrive à remonter toujours en deuxième match. J'espère que ce sera le cas le dimanche. Les Rouges auront-ils cette fois les ressources mentales et physiques pour faire chuter les Scorpions de l'AS Real? Je pense qu'on va essayer de la défier au match retour. On est vraiment motivé pour aborder un bon match face à cette équipe de Real. C'est une bonne équipe de football. C'est des garçons qui savent jouer au football. Maintenant qu'ils ont eu goût à haute compétition, on est face à une très bonne équipe. Donc on va essayer de jouer beaucoup appliqué, en jouant avec beaucoup de détermination. Je pense qu'Inch'Allah, on aura la victoire, Inch'Allah. Le rendez-vous de dimanche arrive à un moment où le Djoliba AC, avec une équipe totalement remaniée, a concédé un nul 1-1 au goût amer face à la Lanterne Rouge et le 8 FC Dagalhok lors de la 6e journée de Ligue 1. Le Djoliba va jouer son match retour, il va jouer son match de revanche. Nous avons un avantage qui est nous avons marqué un but à l'extérieur. Et bon, il nous suffira de marquer un but pour être qualifié. Doté d'une grosse expérience, le Djoliba AC sait comment gérer un match de ce calibre. C'est dire que dimanche, ça passe ou ça casse. Pour ce match retour, c'est l'AS Real qui sera cette fois-ci l'hôte du Djoliba AC. Le Real de Bamako, avec une avance d'un but, reconnaît l'enjeu et la valeur de l'adversaire, mais reste confiant quant à la qualification à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Aldjoumatina. Contrairement à la Ligue des Champions, l'AS Real de Bamako va aborder un voltage favorable à sa rencontre retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération contre le Djoliba Athletic Club. Une situation confortable qui motive davantage les Scorpions en vue d'atteindre leur objectif, à savoir accéder à la lucrative phase de poule. On a un petit avantage, mais il faut en profiter de l'avantage pour ne pas prendre de but. Si on marque premier, ça serait bien, mais si nous marquons premier, Djoliba, c'est une équipe qui joue très défensive. Ils sont bons en défense, ça va être difficile.
pour nous. On prépare le match retour avec le même état d'esprit qu'on a préparé le match aller, mais cette fois-ci, on va aborder ce match retour avec beaucoup de sérieux parce que là, c'est pas gagné d'avance. Depuis le début de la campagne, le jeu du Real ne cesse de gagner en maturité et en efficacité. De quoi donner espoir à l'entraîneur Noum Djané qui dispose d'un groupe homogène. On ne peut pas se permettre d'être en dessous de ce que nous avons fait lors de ce match-là. Voilà, c'est un match important. Il faut qu'on parvienne à avoir qu'on joue à notre meilleur niveau, réellement, qu'on joue à un meilleur niveau pour se qualifier. Ce dimanche, le contexte sera différent pour les Noirs et Blancs de Bamako, qui seront l'hôte d'un adversaire qui a en travers la gorge la défaite de 2-1 de l'aller. Pour ce match, le Real va enregistrer le retour de l'une de ses pièces maîtresses en défense, Mohamed Kamara. Un atout supplémentaire qui rassure les siens qui rêvent de la phase des poules. Voilà, le match c'est donc prévu pour 17h demain au stade Omnisport Modibo Keïta. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.